Bienvenue dans cette émission du 18 novembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose des perspectives qui donnent de l'intelligibilité aux choses et aux événements en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Le thème de cette émission est scandale du Covid, ça craque de partout. Et en fait, je vais vous proposer plus d'émissions qu'à l'accoutumée cette semaine, précisément parce qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'échelle du monde. Cela fait longtemps que j'encourage les personnes dans la dissidence qui seraient tentées, et c'est bien compréhensible, de se décourager ou qui ressentent une certaine usure quant au fait que les mois et les années passent et rien ne bouge, de tenir bon dans la durée. On ne lâche rien. En vertu de ce principe souvent mis en lumière par Michel Maffezoli, qui l'a repris du sociologue Pitirim Sorokin, de saturation. Qu'est-ce que la saturation ? Comme dans un verre d'eau chaude, si vous mettez une cuillerée de sucre blanc, il va se dissoudre, vous en remettez une autre, il se dissout, vous en remettez une troisième, il se dissout, jusqu'au moment où la solution est saturée. À ce moment-là, si vous en rajoutez, cela ne se dissout plus. Et donc, même si les choses ont l'air d'être assez immobiles à l'échelle de la société, il faut bien apprécier qu'il y a des processus de mouvement profond et de saturation qui se déroulent. La récente élection de Donald Trump en est un bon exemple. Que ne nous a-t-on pas expliqué à quel point il n'avait aucune chance, que Joe Biden était très en avance sur lui, puis que Kamala Harris, ça a été un titre de libération, était la candidate idéale pour mettre en échec Donald Trump, et tout ce que cette brave intelligentsia corrompue et dégénérée n'avait pas vu, c'est qu'il y avait eu un processus de saturation au sein de la société et de l'opinion publique américaine qui a conduit à une victoire haut la main de Donald Trump. Et en réalité, c'est maintenant que la partie commence face à l'escroquerie et la truanderie du Covid, avec énormément de nouvelles que je vais partager avec vous. Alors évidemment qu'aux États-Unis, la confirmation de la nomination de Robert Kennedy Jr. en tant que secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre équivalent de nos pays en charge de la santé et des affaires sociales, est énorme. Et ce, d'autant plus si on se penche sur les termes du communiqué diffusé par Donald Trump, qui dit ceci : « Je suis ravi d'annoncer la nomination de Robert Kennedy Jr. au poste de secrétaire d'État à la santé aux services sociaux des États-Unis. Pendant trop longtemps, les Américains ont été écrasés par le complexe alimentaire industriel et les sociétés pharmaceutiques qui se sont livrées à la tromperie, à la mésinformation et à la désinformation en matière de santé publique. La sécurité et la santé de tous les Américains est le rôle le plus important de toute administration et le HHS jouera un rôle important en aidant à garantir que tout le monde soit protégé contre les produits chimiques nocifs, les polluants, les pesticides, les produits pharmaceutiques et les additifs alimentaires qui ont contribué à la crise sanitaire écrasante dans ce pays. M. Kennedy rétablira ses agences dans les traditions de la recherche scientifique de référence et dans la transparence afin de mettre fin à l'épidémie de maladies chroniques et de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa santé. Alors on a pu voir que cette nomination s'est accompagnée d'un déchaînement d'une campagne de presse, en particulier sur les médias corrompus français, qui ont repris telles quelles toutes les étiquettes stupides de circonstance. Figaro, anti-vax notoire et conspirationniste, qui est Robert Kennedy, BFM, qui évidemment ne cède en rien dans ce genre d'exercice. Il est une figure des anti-vaccins. Et puis l'inénarrable Olivier Hertel dans Le Point, mais enfin vraiment les historiens et j'espère la justice auront à se pencher sur son travail tant cet Olibrius a été malhonnête, qui nous explique que, problème, ce Kennedy-là est l'un des pires anti-vax de la planète. Et Marceau, qui est un grand scientifique qui suit la crise depuis ses débuts, a plutôt rappelé que Robert Kennedy, en l'espèce, est la solution. Alors bien sûr, cela commence à être visible, comme Bruno Gaccio l'a fort habilement résumé. Je ne vois pas pourquoi tout le monde s'excite en France sur Kennedy Jr. à la santé aux États-Unis. Il va publier toutes les études sur les vaccins Covid et sur ce qu'il y a dedans. Eh ben c'est super, puisqu'il n'y a rien de caché et qu'ils sont efficaces. J'ai bon.
Et voilà, on est dans cette distorsion de la science que toutes les personnes qui suivent cette chaîne et les personnes qui ont lu mes différents livres et articles connaissent sur le bout des doigts. Et donc c'est effectivement un jeu d'enfant pour Kennedy d'affronter cette tempête d'étiquettes débiles. Et par exemple, en réponse à Newsweek, qui lui demandait pourquoi il ne cessait pas de promouvoir les théories du complot, voilà ce qu'il a répondu. « Mon père m'a dit quand j'étais petit que les personnes au pouvoir mentent et que le travail dans une démocratie est de rester sceptique. Je suis scientifique depuis que je suis enfant. Montrez-moi les preuves et je vous croirai, mais je ne vais pas croire les récits officiels sur parole. » La recherche ne consiste pas à demander à des personnalités faisant autorité ce qu'elles pensent. Faire confiance aux experts n'est pas une caractéristique de la science, et ce n'est pas une caractéristique de la démocratie, c'est une caractéristique de la religion et du totalitarisme. Évidemment. Alors cela dit, on sait où se situe réellement le nœud du problème et où le bas blesse pour tous ceux qui financent ces médias qui ne font que répercuter la propagande qu'ils reçoivent en termes de commandes. On a pu voir par exemple que la confirmation de la nomination de Kennedy a entraîné une chute radicale de l'action en bourse Pfizer. Et bon, il est vrai que la multinationale du médicament est mal barrée si on met les vraies données sur la table et qu'on les analyse avec probité et rigueur. Autre excellente nouvelle en provenance des États-Unis, Jay Bhattacharya, l'épidémiologiste de Stanford, dont j'ai très très souvent partagé le travail et les regards toujours pleins de pertinence, d'élégance et de rigueur scientifique sur la crise sanitaire, est un des candidats pressentis pour prendre la tête des National Institutes of Health, ce qui est un peu l'équivalent d'une haute autorité de santé fédérale, et ce serait évidemment une excellente nouvelle. Le professeur Bhattacharya est quelqu'un d'une très grande envergure, d'une rigoureuse honnêteté, qui a beaucoup de cœur et de sensibilité, qui a parfaitement compris tout ce qu'il s'est passé, et donc cette perspective augurerait vraiment du meilleur dans l'intégrité du processus de mise à plat de tout ce qu'il y a à comprendre. Alors, j'aborderai d'autres contextes dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur le fait qu'aux États-Unis, il y a déjà des rapports de commissions d'enquête de la Chambre des représentants et du Sénat qui sont en train de sortir, et notamment ce rapport paru à la fin du mois d'octobre, portant sur l'analyse de la manière dont l'État fédéral, la Maison-Blanche, avait orchestré une campagne promotionnelle en faveur de l'injection génique anti-Covid et des mesures de contrainte. Jay Bhattacharya a tout de suite rebondi sur cette publication en indiquant pour quelles raisons elle est aussi importante que c'est le cas, et notamment en disant très brièvement au début d'un thread sur X que vous pouvez retrouver assez facilement. Un thread, c'est une succession de messages, un fil de messages qui permettent de faire le tour d'une question. En l'occurrence, il y a 23 publications. Et voilà ce que dit le professeur Bhattacharya. Le rapport de la Chambre des représentants sur la propagande du ministère de la Santé et des services sociaux autour du Covid est dévastateur. L'administration Biden a dépensé près d'1 milliard de dollars pour faire avaler au peuple américain des mensonges sur les vaccins anti-Covid, les rappels et les masques. Si une entreprise pharmaceutique avait mené une telle campagne, elle aurait été condamnée à une amende telle qu'elle ne pourrait plus exister. Alors je vais vous inviter dans ce rapport qui a été publié. Il est encore très en deçà de tout ce qu'il y a à dire, mais il met déjà un certain nombre de choses sur la table qui sont parfaitement scandaleuses. Et donc il est important de voir que toute cette position très marginalisée qui a été la nôtre depuis le début, de par la puissance de feu du système industriel de la censure et de la propagande que nous avions en face de nous, est d'ores et déjà en train de prendre le début de la scène. Alors quels sont les points forts du rapport ? Les voici. D'abord, il y a eu effectivement une campagne délibérée de propagande gouvernementale pour promouvoir les injections, les masques obligatoires, en se basant sur des informations trompeuses. Et 1 milliard de dollars a été investi dans cette campagne. Le ministère de la Santé a engagé un cabinet de relations publiques, Force Marsh Group, pour mener à bien cette campagne. L'objectif était d'encourager l'adoption du vaccin en exagérant le risque de mortalité lié au Covid-19 et en minimisant les risques et les limites de l'injection génique, en particulier son inefficacité en matière de prévention de la transmission. Il y a eu tout au long de cette affaire une représentation erronée de la science, nous le savons ô combien.
La campagne s'est étendue au-delà de la promotion des soi-disant vaccins pour inclure des affirmations exagérées sur l'efficacité des mesures de contrainte, bien sûr, les masques, la distanciation sociale et les fermetures d'écoles. La plupart des données scientifiques utilisées dans le cadre de cette campagne étaient tirées des orientations du CDC, mais qui contredisaient l'état de la recherche internationale et de la vraie science, que nous nous sommes évertués de notre côté dans la dissidence à faire connaître à la population. Et le rapport détaille: les CDC ont diffusé des messages incohérents, notamment en ce qui concerne les masques, recommandant l'utilisation de masques chez les jeunes enfants, alors que leur efficacité, on le sait, n'a jamais été démontrée, mais qu'au contraire, les dégâts qu'ils généraient l'ont été. La directrice précédente du CDC, Rochelle Walensky, a modifié les directives relatives à la distanciation sociale sous la pression des syndicats d'enseignants, de sorte à obtenir une fermeture prolongée des écoles. Alors, faisons un arrêt sur image. À Genève également, il y a eu un syndicat d'enseignants de gauche qui a lourdement insisté pour qu'on ferme les écoles alors que tous les indicateurs épidémiologiques étaient au vert, et les autorités ont obtempéré. Bien sûr, ces enseignants avaient peur pour eux, parce qu'ils ignoraient, ce qui était pourtant visible en Suède, que les enseignants ne risquaient rien au contact des élèves. Absolument rien, puisque les élèves ne sont pas des contaminateurs. Mais donc, ces enseignants, par peur d'un risque inexistant, ont fait pression sur les autorités pour qu'elles maltraitent les enfants et les jeunes avec des conséquences majeures que l'on voit aujourd'hui. Et il faut savoir de surcroît, cela a été documenté, vous en trouvez les références notamment dans mes 2 livres récents, La fabrication du désastre et Autopsie d'un désastre, que des ONG financées par des fondations comme celle de Gates et Soros ont instrumentalisé des associations de parents et d'enseignants pour les faire intervenir auprès des gouvernements pour obtenir la fermeture des écoles. Donc ce qui est décrit dans le rapport ici n'est même pas le fruit de demandes spontanées de la part d'enseignants complètement dans l'incompréhension de la situation, mais de surcroît, cela a fait partie du système de propagande. Le rapport aborde également, bien sûr, les problèmes relatifs aux messages sur les vaccins, comment l'agence de relations publiques en question a diffusé des publicités assurant que le port du masque et l'injection génique permettaient d'éviter des fermetures d'écoles. La campagne a prétendu à tort que l'injection arrêtait la transmission, et je rappelle au sujet du CDC que Mme Walensky avait l'information en janvier 2021 que l'injection n'empêchait pas du tout la transmission. Elle a menti à ce sujet jusqu'au mois d'août-septembre 2021, prétendant l'inverse en public, alors que les emails dont on dispose en témoignent, elle était parfaitement au courant. Dire aussi que la FDA, donc l'équivalent de la NSM en France ou l'EMA en Europe, a approuvé le vaccin pour les jeunes de 12 à 15 ans, mais en passant totalement sous silence les effets secondaires tels que la myocardite, qui ont été minimisés ou même n'ont pas du tout été mentionnés dans les publicités. Alors la campagne a évidemment utilisé des messages basés sur la peur, en particulier auprès des enfants, en faisant passer les personnes non injectées comme étant des risques biologiques. Ils vont nous tuer. Combien avons-nous entendu ça sur les différents plateaux? Toute la science montrait que c'était faux. Toutes les bonnes pratiques en santé publique disent qu'il faut absolument éviter de faire paniquer la population et de faire des cibles de catégories qui sont stigmatisées de manière injuste. Eh bien évidemment que cela n'a empêché absolument personne d'avancer en ce sens, puisqu'en définitive c'était bel et bien le plan. En ce qui concerne le rappel des injections, la même Rochelle Walensky a annulé la décision des experts indépendants qui recommandaient de limiter la vaccination aux personnes âgées, enfin la pseudo-vaccination, elle est allée contre cette décision en l'étendant à tous les adultes. Les auteurs relèvent un impact majeur sur l'armée et la société. Il faut savoir qu'il y a eu une imposition d'une obligation vaccinale aux États-Unis, ce qui a entraîné le renvoi de 8300 militaires qui n'ont pas voulu offrir leur corps à l'expérimentation médicale en cours. Depuis, le ministère de la Défense a cherché à réengager certaines de ces personnes, mais avec évidemment un impact inévitable sur la sécurité nationale. Et là encore,
Le message unilatéral de la campagne d'encouragement à l'injection a évité de discuter de la baisse d'efficacité du vaccin et de ses effets secondaires, donc toujours sur des éléments en réalité trompeurs. Autre élément scandaleux relevé par le rapport, le recours à des célébrités. Des célébrités, des personnes influentes du monde de la musique, du cinéma, de la télévision, des influenceurs en ligne, ont été payés pour promouvoir le vaccin, en particulier auprès des enfants. Et le docteur Bhattacharya estime quant à lui que ces célébrités devraient assumer une part de responsabilité dans la promotion de produits qui peuvent et qui ont été, dans certains cas, nocifs. Enfin, des allégations trompeuses, là encore, concernant le Covid long. Ces publicités affirmaient que l'injection des enfants permettait de leur éviter le Covid long, sans aucune preuve évidemment à l'appui, et d'une manière générale, tous ces mensonges institutionnels pour lesquels, je le rappelle, l'État fédéral a dépensé plus d'1 milliard de dollars pour chercher à en convaincre la population, évidemment ont érodé la confiance de celle-ci en la santé publique. Alors parmi les points principaux de l'analyse, il y a vraiment cette ingérence inacceptable du politique dans les messages. Les dossiers du Robert Koch Institute en Allemagne ne montrent pas autre chose. La France n'a fait que ça, d'où le Conseil défense à l'Élysée, la mise à l'écart de tous les vrais scientifiques et épidémiologistes. Le rôle de cette pression extérieure, mais avec des fondations et tout un complexe industriel de la censure et de la propagande qui travaillait à fond pour faire croire des choses fausses, de sorte à pouvoir faire pression sur les agences de santé, et enfin, bien sûr, la répression de la dissidence scientifique et l'esprit de groupe qui a prévalu au sein des cercles de décision. Alors voilà toutes les bonnes nouvelles. On met quand même des choses très importantes sur la table, en sachant qu'on ne va évidemment pas chatouiller le tigre, et notamment en abordant la question, mais Robert Kennedy Jr. s'est dit déterminé à le faire, de la corruption qui reste l'éléphant dans la pièce. Le problème, c'est que l'ensemble des agences de santé gouvernementales à l'heure actuelle sont otages de la corruption par l'État profond et les sociétés pharmaceutiques et le complexe militaro-industriel. Et donc, c'est bien jusque-là qu'il faudra aller pour tirer les réelles conséquences d'un rapport comme celui-ci. Cela dit, dans la liste des recommandations énoncées par la Commission, on voit qu'il y en a 2 qui sont particulièrement importantes si on les entend et qu'on tire les conséquences de la violation de ces principes qu'il s'agit de restaurer. Le fait que les agences gouvernementales en santé doivent impérativement embrasser une culture de la transparence et de la redevabilité, rendre des comptes sur ce qui a été fait. Et il est évident de mon point de vue qu'un ensemble de responsables dans tous nos pays doivent finir en prison, étant donné la gravité de l'inconduite, mais même des crimes et délits auxquels ils se sont livrés. Ces mêmes agences ne doivent à aucun prix chercher à réduire au silence les scientifiques qui ont des opinions divergentes ou dissidentes. C'est la base de tout débat d'idées, et Dieu sait si des gens comme le professeur Bhattacharya, Raoult, Perron, Toubiana et tant d'autres avons dit ce qu'il y avait à comprendre dans cette situation pour nous faire impitoyablement censurer et réprimer. Donc ce rapport dit « fi de ce genre de procédés, ils ne doivent pas se reproduire ». Alors je vous livre pour terminer la conclusion du professeur Bhattacharya, issue de son fil de commentaires. Ce rapport de la commission de la Chambre des représentants fournit un examen critique de la campagne de propagande du HHS autour du Covid-19 et offre des indications importantes sur la manière dont la communication en matière de santé publique peut échouer lorsqu'elle donne la priorité aux objectifs politiques plutôt qu'à la transparence. Les conclusions de ce rapport suggèrent que le rétablissement de la confiance du public nécessitera des réformes importantes dans la manière dont les agences de santé communiquent avec le public, y compris un engagement en faveur de l'intégrité scientifique et d'un débat d'idées ouvert. Voilà, nous ne disons pas autre chose depuis 4 ans. Par contre, c'est en train d'arriver sur le devant de la scène aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, dans un ensemble de pays. D'autres sont plus frileux, mais toujours est-il que c'est maintenant que la partie commence. Donc, comme toujours, haut les cœurs, on ne lâche rien, et tôt ou tard, la vérité apparaîtra au grand jour.
Si vous avez apprécié cette émission et souhaitez soutenir nos efforts, je vous rappelle qu'il est possible de souscrire un abonnement à partir de 1 € par mois ou faire une donation du montant de votre choix. Cela vous donnera également accès à un réseau social privé, une petite communauté en ligne où, à l'abri des bruits du monde et de toute l'agressivité qui circule sur les réseaux sociaux, nous entretenons un vrai débat d'idées et un vrai partage d'informations intéressantes. À bientôt, je vous remercie.